J'ai passé plus de 3 décennies à essayer d'enfouir ce qui s'est passé au plus profond des Great Smoky Mountains. À l'époque, je n'étais qu'une femme discrète, avec un appareil photo d'occasion et une tendance à m'aventurer sur des sentiers que la plupart des gens ne prenaient jamais la peine de chercher. Je ne m'attendais pas à être témoin de la rencontre entre une femme et Bigfoot, et encore moins à immortaliser l'instant sur une photographie. Mais la véritable histoire a commencé à la seconde où ils m'ont remarqué. Ce qui a suivi a été si soudain, si impossible, que j'ai passé des années à tenter de me convaincre que ça n'avait pas pu être réel. Aujourd'hui, pour la première fois, je suis prête à tout raconter. Je m'appelle Elena Vasquez et ce que je vais vous dire va changer tout ce que vous pensez savoir sur ce qui existe dans les forêts reculées des étendues sauvages des Appalaches. En avril 1993, j'avais 28 ans et je travaillais comme technicienne en électricité pour une compagnie d'électricité basée à Knoxville, dans le Tennessee. Mais ma véritable passion avait toujours été d'explorer les sentiers isolés des Great Smoky Mountains et les zones sauvages environnantes. Le week-end, je troquais mon uniforme de travail contre des chaussures de randonnée et je partais vers des endroits où peu de gens s'aventuraient. Ce printemps-là, j'avais économisé 2 semaines de congé et planifié une expédition en solitaire à travers les sections les plus reculées des Smokies. Mon itinéraire était ambitieux, suivre de vieilles pistes forestières abandonnées dans les années 60, explorer des zones qui n'apparaissaient pas sur les cartes touristiques classiques. Mon pick-up Chevy S10 de 1988 était chargé de provisions pour 10 jours, tentes, sacs de couchage, réchaud Coleman, nourriture lyophilisée, purificateur d'eau et mon matériel de photographie. La photo était mon autre grand amour. Depuis l'adolescence, je documentais mes randonnées avec un Canon AE1, un appareil robuste et fiable que j'avais acheté d'occasion en 1986. J'emportais toujours plusieurs pellicules Kodak Gold 200 et Tri-X400 pour les clichés en noir et blanc. J'avais aussi un téléobjectif Canon de 300 mm qui m'avait coûté 3 mois de salaire, mais il valait chaque centime chaque fois que je parvenais à capturer un ours noir ou un dindon sauvage à une distance de sécurité. C'était un mardi, le 13 avril, lorsque j'ai quitté Knoxville à 5 heures du matin. L'Interstate 40 était relativement déserte à cette heure-là, et j'ai rapidement pris la sortie vers les routes de montagne en direction du sud. Je me suis arrêté à Bryson City pour prendre un petit déjeuner au Smoky Mountain Diner, un établissement classique où les biscuits and gravy étaient légendaires. Le serveur, un homme d'une 60aine d'années nommé Harold, a rempli mon thermos Stanley de café frais quand je lui ai dit que j'allais passer plusieurs jours dans la forêt. « Vous y allez seul ?» a-t-il demandé, en fronçant les sourcils, avec une sorte d'inquiétude paternelle. « Un ranger du parc est passé la semaine dernière. Il disait qu'ils avaient trouvé des empreintes étranges près de Deep Creek. »« Sûrement des ours qui sortent d'hibernation, » ai-je répondu, habitué aux histoires locales. La région était célèbre pour ses observations de Sasquatch, mais j'avais toujours été sceptique. En 7 ans d'exploration de ces montagnes, je n'avais jamais rien vu qui ne puisse être expliqué par la faune connue. Après le petit déjeuner, j'ai conduit encore 45 minutes sur des routes de plus en plus étroites, jusqu'à atteindre le point de départ du sentier que j'avais choisi, le Hazel Creek Trail. C'était un chemin moins connu qui suivait un ruisseau cristallin en amont de la montagne. Mon plan était de le suivre pendant 2 jours jusqu'à atteindre une zone de forêt ancienne où, selon de vieilles cartes topographiques que j'avais étudiées à la bibliothèque municipale, se trouvait une large clairière qui serait parfaite pour camper. À 9h30 du matin, j'ai verrouillé mon pick-up, vérifié une dernière fois mon sac à dos Kelty de 65 litres et commencé ma randonnée. La température avoisinait les 13 degrés Celsius, idéal pour marcher avec un sac lourd. L'air était frais et humide, empli d'un parfum de pruche et de tulipiers de Virginie géants. Le bruit du Hazel Creek sur ma droite était comme une bande-son relaxante et constante. Les premières heures furent paisibles.
Je marchais à un rythme régulier, m'arrêtant de temps en temps pour photographier des champignons intéressants, poussant sur des troncs tombés ou des rayons de soleil perçant à travers la canopée. Le sentier était bien entretenu sur les 5 premiers kilomètres, probablement parce qu'il était assez accessible pour les randonneurs occasionnels cherchant une simple expérience à la journée. Vers midi, je me suis arrêté pour déjeuner près d'une passerelle en bois qui traversait un affluent plus petit du ruisseau. Je me suis assise sur un rocher plat, j'ai sorti mon sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture, un classique qui ne s'abîme pas facilement, et j'ai consulté ma carte topographique. J'étais dans les temps. Si je maintenais ce rythme, j'atteindrais ma zone de camping prévue avant la tombée de la nuit. En mangeant, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Il y avait des empreintes de pas fraîches dans la boue près du bord du ruisseau. Elles étaient grandes, nettement plus grandes que mes chaussures taille 39. Ma première réaction a été de penser à un ours, mais la forme était étrange. Elle n'avait pas les marques de griffes caractéristiques, c'était plus allongé, presque humanoïde. J'ai attrapé mon appareil photo et pris quelques clichés des traces, plus par curiosité que par conviction qu'il s'agissait de quelque chose d'extraordinaire. Sûrement un randonneur avec de grosses chaussures de travail, ai-je pensé. Ou peut-être que les pluies récentes avaient déformé des empreintes humaines normales. J'ai poursuivi mon chemin, et le sentier est devenu moins défini après la borne des 16 kilomètres. C'était là que les randonneurs occasionnels faisaient demi-tour, et que seuls les plus expérimentés continuaient. La végétation se densifiait et je devais de temps en temps enjamber des troncs d'arbres tombés qui bloquaient le passage. C'était exactement le genre d'environnement sauvage que j'adorais. Vers 4 heures de l'après-midi, j'ai commencé à chercher un endroit où camper. Je voulais trouver un emplacement avant qu'il ne fasse complètement nuit, car monter une tente dans une forêt dense avec seulement une lampe de poche était toujours un défi. C'est là que je l'ai entendu pour la première fois. Un son étrange, comme un cri lointain résonnant à travers les montagnes. Ce n'était pas un ours, ce n'était pas un lynx. C'était quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Je me suis figé, essayant de localiser la direction et la distance. Le son est revenu, plus prolongé cette fois. C'était guttural, puissant, mais avec une qualité presque mélodique. Les poils de ma nuque se sont hérissés. Au cours de toutes mes années dans les montagnes, j'avais entendu de nombreux cris d'animaux sauvages, mais celui-ci était complètement nouveau. Le soleil était bas sur l'horizon, projetant de longues ombres sur les troncs massifs des vieilles pruches. J'ai décidé d'accélérer le pas pour trouver un campement rapidement. 15 minutes plus tard, j'ai trouvé une petite clairière à une centaine de mètres du sentier, avec un sol relativement plat et une vue partielle sur la vallée en contrebas. J'ai monté ma tente North Face rapidement, profitant des dernières lueurs du jour. Il y avait quelque chose de réconfortant dans cette routine. Étaler la bâche, assembler les arceaux, tendre les haubans. J'ai organisé mon matériel à l'intérieur de la tente, suspendu mon sac de nourriture à un arbre éloigné, protocole standard pour éviter les ours, et cuisiné un dîner simple sur mon réchaud. Des nouilles instantanées et une conserve de soupe Campbell. À la tombée de la nuit, j'ai allumé ma lanterne Coleman et me suis assise sur une bûche voisine, écoutant les bruits de la forêt. Des hiboux ululaient au loin. De temps en temps, j'entendais des branches craquer, probablement des cerfs ou des sangliers se déplaçant dans l'obscurité, mais je n'ai pas réentendu cet étrange cri. Vers 21h30, j'étais dans mon sac de couchage, lisant un vieil exemplaire usé de « Promenons-nous dans les bois » de Bill Bryson, qui était sorti quelques années auparavant. Mais mon esprit revenait sans cesse à ces empreintes bizarres et à ce son inexplicable. La logique me disait qu'il devait y avoir une explication rationnelle. La forêt était pleine de bruits qui pouvaient paraître étranges si on ne les connaissait pas. Finalement, l'épuisement de la journée m'a rattrapé et je me suis endormi au son doux d'une légère pluie qui commençait à tomber sur le double toit de la tente. Je me suis réveillé en sursaut. Ma montre Timex indiquait 3h52 du matin. Il y avait un bruit dehors. Ce n'était pas la pluie, elle avait cessé.
C'était quelque chose qui bougeait, quelque chose de gros, qui cassait des branches et marchait sur les feuilles sèches. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Un ours, ai-je pensé immédiatement. Ça devait être un ours. Je suis resté parfaitement immobile dans mon sac de couchage, respirant à peine. Le protocole en cas de rencontre avec un ours était clair. Se faire paraître plus grand, faire du bruit, ne pas courir. Mais à l'intérieur d'une tente, la nuit, la meilleure stratégie était généralement de rester silencieux et d'espérer que l'animal poursuive son chemin. Le bruit a continué pendant plusieurs minutes. Quelle que soit la chose, elle tournait autour de mon campement, mais sans s'approcher de trop près. Puis j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Une respiration lourde et profonde, très près de la tente. Ce n'était pas le reniflement d'un ours. C'était différent, plus contrôlé, plus délibéré. Je suis resté figé pendant encore 20 minutes, jusqu'à ce que les bruits s'éloignent enfin. Il m'a fallu une autre heure pour que mon cœur ralentisse suffisamment pour que je puisse me rendormir. Quand le soleil du matin a enfin illuminé la forêt, je suis sorti prudemment de la tente. La première chose que j'ai remarquée, ce sont les empreintes. Elles étaient partout autour de mon campement, dans le sol humide et meuble. Elles étaient énormes. J'estimerais au moins 43 cm de long et 18 de large, et leur forme était indubitablement celle d'un pied humain, mais à une échelle impossible. Mon esprit scientifique a essayé de trouver des explications. Quelqu'un portant des bottes spéciales. Mais qui se promènerait dans la forêt à 4 heures du matin en faisant ça? Et les pas étaient profonds, indiquant quelque chose d'extrêmement lourd. De plus, on pouvait clairement distinguer l'espacement des orteils dans certaines des empreintes. J'ai attrapé mon appareil photo et photographié les empreintes sous tous les angles, en plaçant ma chaussure à côté pour donner l'échelle. J'ai utilisé une pellicule entière de 36 poses juste pour les traces. Au pire, ce serait une curiosité intéressante à montrer à mes amis à mon retour à Knoxville. Mais je n'étais pas tranquille. Une partie de moi voulait tout remballer et retourner à la civilisation. L'autre partie, la partie curieuse qui m'avait poussé à explorer des sentiers isolés en premier lieu, voulait enquêter. Quoi que ce fût qui avait visité mon campement, ça s'était dirigé vers le nord, plus haut dans la montagne, dans la direction opposée au sentier principal. Après un petit déjeuner composé de barres, de céréales et de café instantané, j'ai pris une décision. J'allais passer une journée de plus à explorer la région. Si quelque chose d'autre d'étrange se produisait, je ferais demi-tour. Mais de grandes traces n'étaient pas une menace directe. Les animaux sauvages sont naturellement curieux. Il était probable que la créature, quelle qu'elle soit, ne reviendrait pas. J'ai rangé mon matériel photographique principal dans la tente, mais j'ai gardé un appareil compact Olympus Stylus que je portais toujours dans ma poche de poitrine pour des clichés rapides. J'ai également emporté des jumelles, une boussole, mon couteau suisse et des allumettes supplémentaires. J'ai décidé de faire une randonnée de reconnaissance sur quelques kilomètres pour cartographier la zone et voir ce que je pourrais trouver. J'ai suivi approximativement la direction des traces, en utilisant ma boussole pour maintenir un cap nord-nord-est. La forêt, ici, était primordiale, avec des pruches et des tulipiers de Virginie centenaire, au tronc si large que 3 personnes se tenant la main ne pouvaient en faire le tour. Il y avait quelque chose de cathédralesque dans ces lieux, un silence respectueux, rompu seulement par le cri occasionnel d'un corbeau et le murmure du vent dans la cime des arbres. Après environ 1 heure de marche, j'ai atteint une crête qui offrait une vue partielle sur la vallée en contrebas. C'est alors que j'ai vu, de l'autre côté d'un ravin escarpé, une silhouette. C'était un être humain. C'était clair. Une femme, d'après ce que je pouvais distinguer, portant ce qui ressemblait à des vêtements sombres. Elle se tenait dans une zone relativement dégagée, entourée de quelques gros rochers et de troncs d'arbres tombés. Instinctivement, je me suis baissé derrière un affleurement rocheux et j'ai levé mes jumelles. À travers les lentilles, je pouvais voir la femme plus clairement. Elle semblait avoir la cinquantaine, avec des cheveux grisonnants attachés en une tresse pratique et une veste de terrain marron.
Elle avait un sac à dos à ses pieds et elle attendait. Oui, elle avait vraiment l'air d'attendre quelque chose ou quelqu'un. Ma curiosité s'est enflammée. J'étais si loin de la civilisation que trouver une autre personne ici était inattendu. Mais ce qui a vraiment capté mon attention, c'est son comportement. Elle ne cessait de jeter des regards nerveux autour d'elle, vérifiant une montre à son poignet, puis regardant vers la forêt dense au nord. J'ai décidé d'observer. Ce n'était pas comme si j'envahissais l'intimité de quelqu'un. Nous étions sur un terrain public et j'avais autant le droit d'être là qu'elle. De plus, il y avait quelque chose d'étrange dans toute cette situation. Qui organise un rendez-vous au milieu de nulle part? Je suis resté là pendant environ 15 minutes, puis je l'ai entendu de nouveau. Ce son, le cri guttural que j'avais entendu la veille. Mais cette fois-ci, il était beaucoup plus proche, venant de la même direction que celle vers laquelle la femme faisait face. La femme s'est immédiatement redressée, et même de loin, je pouvais voir qu'elle était tendue, dans l'expectative. Et puis, sortant de la lisière dense des arbres, est apparu quelque chose qui a arrêté mon monde. C'était grand, incroyablement grand. J'estimerais environ 2,30 m, peut-être même plus. C'était couvert de poils bruns foncés qui scintillaient légèrement sous la lumière filtrée de la forêt. Ça marchait debout comme un humain, mais il y avait quelque chose de primitif dans ses mouvements. Puissant, mais étrangement gracieux. Ses bras étaient longs, pendant presque jusqu'à ses genoux, et même de loin, à travers les jumelles, je pouvais voir le visage. C'était simiesque, mais pas tout à fait comme un primate que je connaissais. L'arcade sourcilière était prononcée, le nez plat, et il y avait une expression dans ses yeux, de l'intelligence. Ma main tremblait tellement que j'ai failli laisser tomber les jumelles. Sasquatch, Bigfoot. La créature qui était censée n'être qu'une légende, du folklore, était là, à moins de 200 mètres, marchant vers la femme à la tresse grisonnante. Et la femme ne fuyait pas. Elle n'avait pas l'air surprise. Elle lui faisait un signe de la main, comme pour saluer un vieil ami. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû baisser les jumelles et prendre plusieurs profondes inspirations. Ce n'était pas possible. Ce que je voyais ne pouvait pas être réel. Mais quand j'ai relevé les jumelles, la créature était toujours là, se tenant maintenant à environ 6 mètres de la femme, et il communiquait. Je ne pouvais pas entendre ce qui se disait depuis ma position de l'autre côté du ravin, mais je pouvais voir les lèvres de la femme bouger. Elle lui parlait, et la créature, j'avais du mal à trouver un mot pour la nommer, répondait par des gestes, bougeant ses mains massives selon ce qui semblait être des motifs délibérés. À un moment, elle a penché la tête et je jurerais avoir vu ce qui ressemblait à un hochement de tête compréhensif. Mon instinct de photographe a soudainement pris le dessus, malgré le choc. Des preuves. J'avais besoin de preuves. Avec des doigts tremblants, j'ai mis la main dans ma poche de poitrine et j'ai sorti mon Olympus Stylus. C'était un compact point and shoot, pas idéal pour les photos à distance, mais c'était ce que j'avais. Mon Canon, avec le téléobjectif de 300 mm, était au campement, et je me suis maudite de ne pas l'avoir apporté. J'ai lentement levé l'appareil, essayant de minimiser mes mouvements. J'étais partiellement caché derrière l'affleurement rocheux, avec la végétation offrant une couverture supplémentaire. Mais j'étais paranoïaque à l'idée que le moindre mouvement brusque puisse attirer l'attention. À travers le viseur de l'appareil, la scène était plus petite, moins détaillée, mais c'était quelque chose. Clic, la première photo. Le bruit de l'obturateur me parut assourdissant dans mes sens exacerbés. Mais ni la femme ni la créature ne réagirent. Ils étaient trop concentrés l'un sur l'autre. J'ai pris une autre photo, puis une autre. Le compact avait un flash intégré, mais je m'étais assuré qu'il était désactivé. La dernière chose dont j'avais besoin était qu'un flash lumineux révèle ma position. À travers le viseur, j'ai regardé la femme fouiller dans son sac à dos et en sortir ce qui ressemblait à un sac en papier brun. Elle l'a ouvert et a retiré quelque chose. Je ne pouvais pas bien distinguer ce que c'était, même avec les jumelles, de la nourriture peut-être. Elle l'a tendu et la créature s'est approchée, tendant une main massive. La main. Mon Dieu,
La main était énorme, facilement 2 fois la taille d'une main humaine, avec des doigts épais couverts de poils rêches. Mais la façon dont elle bougeait, la dextérité avec laquelle elle a pris ce que la femme offrait, témoignait d'une créature bien plus sophistiquée que n'importe quel singe que j'avais vu dans les documentaires animaliers. La créature a porté l'objet à sa bouche. C'était bien de la nourriture, et a semblé mâcher pensivement. La femme parlait de nouveau, plus animée maintenant, faisant des gestes vers la vallée en contrebas, puis de nouveau vers la forêt dense. La créature a répondu par une série de vocalisations graves qui ont traversé le ravin comme des grondements profonds. Pas des mots, certainement, mais il y avait une cadence, un motif qui suggérait une communication bien plus complexe que de simples cris d'animaux. Ce qui s'est passé ensuite me donne encore des frissons quand j'y repense. La créature s'est soudainement raidie. Sa tête s'est tournée brusquement vers la droite. Elle regardait presque directement vers l'endroit où je me cachais. La femme a immédiatement remarqué le changement de comportement et s'est retournée pour regarder aussi. Pendant un instant terrifiant, j'ai été sûr d'avoir été repéré. Mais la créature a fait un geste rapide, presque un signe de la main dédaigneux, et a reporté son attention sur la femme. Pourtant, quelque chose avait changé. L'interaction est devenue plus précipitée. La femme parlait plus vite, sortant un carnet et montrant quelque chose sur les pages à la créature. La créature l'a étudié un instant, a fait quelques gestes, puis s'est retournée et a commencé à repartir vers la lisière des arbres. La femme l'a regardé partir, puis a commencé à remballer ses affaires rapidement. Je suis resté figé dans ma cachette pendant encore 10 minutes après leur départ à tous les deux. Mes jambes étaient ankylosées, mon cœur battait toujours la chamade et mon esprit était en plein désarroi. Je venais d'être témoin de quelque chose d'impossible, quelque chose qui défiait toute compréhension scientifique de ce qui existait dans ces montagnes. Quand j'ai finalement bougé, j'ai failli trébucher. Mes jambes étaient raides et je ne faisais pas attention au terrain. À un moment, j'ai failli me tordre la cheville sur une racine exposée, ce qui m'a ramené à la réalité. Se blesser ici, seul, serait catastrophique. Le retour a pris environ 45 minutes. Quand j'ai atteint mon campement, tout était comme je l'avais laissé. Bien que je me sois surpris à vérifier nerveusement le périmètre à la recherche de nouvelles traces, il n'y en avait aucune. Je me suis assise sur la bûche près de ma tente et j'ai essayé de calmer mes pensées agitées. La partie logique de mon cerveau n'arrêtait pas de chercher des explications alternatives. Quelqu'un aurait-il pu fabriquer un costume élaboré? J'avais vu le film de Patterson-Gimlin de 1967, la fameuse séquence que les passionnés de Bigfoot prétendaient être réelle. Les sceptiques disaient que c'était juste une personne dans un costume. Est-ce que cela aurait pu être quelque chose de similaire? Un canular élaboré sur lequel j'étais tombé? Mais le mouvement, la façon dont il se déplaçait, la taille et les proportions, créer un costume aussi convaincant serait presque impossible. Et pourquoi? Pourquoi quelqu'un se donnerait-il tant de mal ici, à des kilomètres de tout témoin se rencontrant en secret? Les mystificateurs veulent de l'attention, pas de l'intimité. Non, ce que j'avais vu était réel. J'en étais certaine, aussi certaine que je ne l'avais jamais été de quoi que ce soit. J'ai sorti mon carnet, un journal de terrain résistant aux intempéries que je portais toujours. Et j'ai commencé à noter tout ce dont je pouvais me souvenir. L'heure, le lieu. J'ai noté les coordonnées d'après ma carte topo et mes lectures de boussole, des descriptions détaillées de la femme et de la créature, la nature de leur interaction, tout. Si j'allais avoir des preuves photographiques, j'avais besoin d'une documentation écrite détaillée pour les accompagner. La créature mesurait environ 2,30 m, ai-je estimé, peut-être un peu plus. Couverte de poils bruns foncés, plus longs autour des épaules et du haut du dos. Le visage avait une peau foncée sous des poils faciaux clairsemés, avec une arcade sourcilière prononcée et un nez plat. Les bras étaient disproportionnellement longs par rapport aux proportions humaines.
La poitrine était massive, en forme de tonneau. Les jambes étaient épaisses et puissantes, bien que les pieds. Je n'avais malheureusement pas eu une vue claire des pieds. La femme, caucasienne, entre 50 et 60 ans environ, cheveux grisonnants en tresse, mesurant peut-être 1,70 m, de corpulence moyenne, veste de terrain marron, pantalon foncé, probablement un jean, chaussures de randonnée. Elle portait un sac à dos à armature externe vert, probablement un Kelty ou une marque similaire populaire à cette époque. Elle avait l'air à l'aise, familière avec la créature, ne montrant aucune peur. J'ai écrit pendant près d'1 heure, remplissant des pages d'observations et de questions. Puis je suis passé aux questions pratiques. Si je voulais obtenir une meilleure documentation, il me fallait un plan. La question était, devais-je essayer de trouver d'où venait cette femme? Il devait y avoir un véhicule quelque part, un autre point d'accès au sentier. Si elle rencontrait régulièrement la créature, elle devait avoir un moyen fiable de se rendre à cet endroit. Alternativement, je pouvais surveiller le lieu de rendez-vous et attendre de voir si l'un ou l'autre revenait. Mais combien de temps attendrais-je? Mes provisions étaient prévues pour 10 jours et je n'en étais qu'au 2e jour. Alors que je pesais mes options, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Cet appel, de nouveau, la vocalisation gutturale et d'un autre monde que j'avais entendu la veille et ce matin. Mais cette fois, c'était différent. Il semblait plus proche et il a été suivi d'un autre appel, légèrement différent dans le ton, venant d'une autre direction. Il communiquait, il y en avait plus d'un. Je me suis levé rapidement, regardant instinctivement autour de moi. La forêt me parut soudain moins comme une nature sauvage paisible et plus comme un territoire appartenant à autre chose. Quelque chose que je ne comprenais pas et que je n'avais peut-être aucun droit de documenter. Mais je ne pouvais pas partir. Pas encore. C'était trop important. J'ai pris une décision. Demain, je déplacerai mon camp plus près du lieu de rendez-vous que j'avais observé. J'apporterai mon équipement photo professionnel et je trouverai un meilleur point de vue. Si cette femme revenait, si la créature revenait, je serais prête. J'obtiendrais des photographies claires et indéniables qui prouveraient au monde ce que j'avais vu. Ce soir-là, alors que je réchauffais un sachet de bœuf stroganoff lyophilisé sur mon réchaud Coleman, je ne pouvais empêcher mes mains de trembler. J'étais venu dans les Great Smoky Mountains, en quête de solitude et de beaux paysages à photographier. Au lieu de cela, j'étais tombé sur quelque chose qui défiait tout ce que je pensais savoir sur le monde. Le soleil se couchait, peignant le ciel visible à travers la canopée de nuances d'orange et de violet. Quelque part, là-dehors, dans la forêt qui s'assombrissait, des créatures qui ne devraient pas exister vaquaient à leurs occupations. Et au moins, un humain était au courant et gardait leur secret. Maintenant, je faisais partie de ce secret aussi. La question était, qu'allais-je en faire? J'ai à peine dormi cette nuit-là. Chaque bruit à l'extérieur de ma tente semblait amplifié. Le bruissement des feuilles, le craquement de branches lointaines, l'appel occasionnel d'un oiseau de nuit. Vers 2 heures du matin, j'ai de nouveau entendu les appels. 2 vocalisations distinctes qui se répondaient comme une conversation portée à travers des kilomètres de forêt. Ils n'étaient pas menaçants, juste là un rappel que je partageais cette nature sauvage avec quelque chose d'extraordinaire. Aux premières lueurs, j'étais déjà en train de démonter le camp. J'avais décidé de me rapprocher du point d'observation de la veille, mais pas au point d'être facilement découverte. Je devais trouver un endroit avec une bonne visibilité de cette clairière où la femme et la créature s'étaient rencontrées, mais avec suffisamment de couverture pour rester cachées. J'ai remballé mon équipement avec soin, m'assurant que mon Canon AE1 et le téléobjectif de 300 mm étaient facilement accessibles dans le compartiment supérieur de mon sac. J'avais chargé une nouvelle pellicule de Kodak Tri-X 400 noir et blanc. Elle était plus rapide que la pellicule couleur, meilleure pour les conditions de faible luminosité sous la canopée, et le grain pourrait en fait ajouter de la crédibilité à ce que je capturerais. Trop net, et les gens pourraient penser que c'était un faux.
Le trajet pour me réinstaller a pris environ 2 heures. Je me déplaçais plus lentement, plus délibérément, scrutant constamment tout signe des créatures ou de la femme mystérieuse. À un moment, j'ai trouvé ce qui aurait pu être une trace dans la terre meuble, une empreinte partielle qui aurait pu provenir de quelque chose avec un très grand pied, mais ce n'était pas assez clair pour en être certaine. J'ai trouvé mon nouvel emplacement de campement vers 9 heures du matin. C'était un petit creux naturellement dissimulé à environ 150 mètres de la clairière où j'avais été témoin de la rencontre de la veille. Du même côté du ravin cette fois, une pruche tombée avait créé un brise-vent naturel et le sous-bois environnant était assez dense pour cacher ma tente à une observation fortuite. Plus important encore, il y avait un poste à une trentaine de mètres du camp où je pouvais m'installer et avoir une ligne de vue claire sur la zone de rencontre. L'installation a pris une autre heure. Je voulais que tout soit organisé. La tente positionnée pour un accès rapide mais caché de la vue, la nourriture correctement stockée et surtout mon poste d'observation préparé. J'ai trouvé un endroit entre 2 gros rochers, couverts de mousse, où je pouvais m'asseoir confortablement pendant de longues périodes. Les interstices entre les rochers et les fougères environnantes offraient une excellente dissimulation tout en offrant des lignes de vue claires. J'ai installé mon appareil photo sur un petit trépied que j'avais apporté, le positionnant de manière à pouvoir l'ajuster rapidement pour différents angles. À côté, j'ai placé mes jumelles et mon carnet. J'avais également apporté un thermos de café et quelques barres de céréales. Si j'allais surveiller cet endroit, je devais être prête pour de longues attentes. À 11 heures du matin, j'étais en position. Et puis j'ai attendu. Les planques, j'ai vite appris, sont d'un ennui mortel. Dans les films, il se passe toujours quelque chose rapidement. En réalité, on reste assis pendant des heures avec rien d'autre que ses pensées et les bruits ambiants de la forêt. J'ai regardé des écureuils se poursuivre autour des troncs d'arbres. J'ai observé un petit troupeau de cerfs de Virginie passer dans la vallée en contrebas. Un faucon à queue rousse tournoyait au-dessus de ma tête, chassant probablement des mulots. Mais pas de femme à la tresse grisonnante, pas de Sasquatch. J'ai maintenu ma position jusqu'à ce que la lumière commence à décliner vers 18 heures, puis je suis retourné prudemment au camp. Mes jambes étaient raides, mon dos me faisait mal, et je n'avais rien à montrer, à part quelques photos correctes de cerfs. Le 3e jour a suivi le même schéma. Debout à l'aube, au poste d'observation à 7 heures du matin, attendant jusqu'au crépuscule. Rien. J'ai commencé à me demander si je m'étais trompé en pensant que c'était un lieu de rencontre régulier. C'était peut-être un événement unique. Ou peut-être qu'ils se rencontraient selon un calendrier que je n'avais pas encore compris, hebdomadaire, mensuel. Ce soir-là, alors que j'étais assise près de ma tente à manger un sachet de Chili Mac de Mountain House, je les ai de nouveau entendus. Les appels, plus proches qu'auparavant, et cette fois, il y avait quelque chose de différent dans les vocalisations. Une qualité qui semblait presque curieuse, investigatrice. J'ai eu le sentiment troublant qu'ils savaient que j'étais là. Ils étaient conscients de la nouvelle présence humaine sur leur territoire. J'ai dormi avec mon couteau de chasse à portée de main cette nuit-là, même si je savais qu'il serait inutile contre une créature de cette taille si l'une d'elles décidait d'être agressive. Mais il y avait quelque chose d'étrangement réconfortant dans son poids dans ma main. 4e jour. Je commençais à faire mes calculs mentaux concernant les provisions. J'avais apporté assez de nourriture pour 10 jours, mais j'avais mangé plus que prévu. Probablement l'énergie nerveuse qui brûlait des calories supplémentaires. Je pouvais tenir jusqu'à 12 jours si nécessaire, peut-être 13 si je faisais attention. J'étais à mon poste d'observation à 6h30 du matin, plus tôt que les jours précédents. Le matin était couvert, avec une légère brume suspendue dans les vallées. À travers mes jumelles, la clairière était à peine visible à travers la brume. J'ai failli ne pas la voir arriver. La femme à la tresse grisonnante est apparue vers 8 heures du matin, émergeant du sentier ouest que je l'avais vue utiliser auparavant.
Elle portait le même sac à dos vert, la même veste de terrain marron. Mais cette fois, j'ai remarqué quelque chose que j'avais manqué auparavant. Elle portait quelque chose dans sa main gauche. Un bâton de marche, ai-je d'abord pensé, mais alors qu'elle s'approchait du centre de la clairière, j'ai pu voir que c'était en fait un long bâton en bois, délibérément sculpté, de ce qui ressemblait à des marques ou des symboles. Elle a posé son sac à dos et s'est tenue au milieu de la clairière, tenant le bâton verticalement. Puis elle a fait quelque chose d'étrange. Elle a levé le bâton et l'a frappé 3 fois contre le sol, créant un son sourd et creux qui a porté à travers la distance. Puis elle a attendu. J'avais mon appareil photo prêt, le doigt sur le déclencheur. À travers le téléobjectif, je pouvais maintenant voir son visage clairement. Buriné, bronzé, avec des rides profondes autour des yeux et de la bouche. C'était une femme qui passait beaucoup de temps dehors. Ses cheveux étaient plus gris que je ne l'avais pensé au départ, presque entièrement argentés avec juste des traces de leur brun d'origine. 5 minutes passèrent, puis 10. La femme restait debout, patiente, jetant occasionnellement des regards autour d'elle mais ne paraissant pas nerveuse. C'était une routine pour elle. Et puis, je l'ai entendue, cette vocalisation, l'appel profond et grondant. Mais cette fois, il venait de très près de ma position. Je me suis figé, lentement, osant à peine respirer, j'ai tourné la tête vers la gauche. Et là, à peut-être 12 mètres, partiellement masqué par le sous-bois, il y en avait un autre. Celui-ci était légèrement plus petit que la créature que j'avais vue 2 jours auparavant, peut-être 2,10 m au lieu de 2,30 m. Le poil était plus sombre, plus noir que brun, et il regardait directement vers la clairière, apparemment inconscient de ma présence à quelques mètres de là. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. J'étais plus proche d'un Sasquatch que probablement n'importe quel humain moderne ne l'avait jamais été, du moins parmi ceux qui avaient vécu pour le documenter. La créature était de profil par rapport à moi, et je pouvais voir des détails que j'avais manqués lors de ma précédente observation. Les muscles bougeant sous la peau couverte de poils, le soulèvement et l'abaissement de sa respiration, la façon dont ses doigts incroyablement longs, se fléchissèrent de temps en temps comme par anticipation. Très, très lentement, j'ai déplacé ma main vers mon appareil photo. La créature dans la clairière était le cliché évident, mais celui-ci, si proche, serait une preuve encore meilleure. Le téléobjectif était parfait pour la distance si je pouvais juste ajuster l'angle sans faire de bruit. La créature a soudainement émis une autre vocalisation, celle-ci plus douce, presque conversationnelle. Et de la clairière, une réponse est venue. J'ai risqué un coup d'œil vers le lieu de rendez-vous et j'ai vu que le plus grand Sasquatch était arrivé. Il s'approchait de la femme, qui souriait vraiment et lui tendait la main en guise de salutation comme on le ferait avec un vieil ami. La créature près de moi a commencé à se diriger vers la clairière. Je l'ai regardée marcher, étudiant sa démarche. Elle se déplaçait avec un mouvement de balancement, le poids se déplaçant d'un côté à l'autre. Mais il n'y avait rien de maladroit. Chaque pas était placé délibérément, silencieusement. Pour quelque chose d'aussi grand, elle se déplaçait dans la forêt avec une furtivité remarquable. Une fois qu'elle s'est éloignée, j'ai reporté mon attention sur la clairière. Maintenant, il y en avait 2 avec la femme. Le plus grand que j'avais vu auparavant et ce nouvel individu, légèrement plus petit. Ils communiquaient, c'était certain. La femme parlait sur un ton de conversation normale, bien que je ne puisse pas distinguer les mots à cette distance, et les créatures répondaient par une combinaison de vocalisation et de gestes. J'ai commencé à photographier, clic, avance, j'ai essayé de garder un rythme régulier, pas trop rapide, en m'assurant que chaque cliché était correctement cadré. À travers le viseur, j'ai regardé la femme fouiller dans son sac à dos et en sortir des objets. Plus de nourriture. On aurait dit des pommes, peut-être. Elle les distribuait aux 2 créatures, puis elle a sorti autre chose. Un livre. Un livre ordinaire, semblait-il, avec une couverture sombre. Elle l'a ouvert et a paru montrer quelque chose à la plus grande créature, qui s'est penchée pour regarder. La plus petite s'est également approchée,
et tous les trois examinaient ce qui se trouvait sur ces pages. C'était au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Ce n'étaient pas seulement des créatures intelligentes, elles interagissaient avec des artefacts humains, avec des documents écrits. Qu'y avait-il dans ce livre? Des images, des cartes? J'étais trop loin pour le dire, même avec mon téléobjectif. L'interaction s'est poursuivie pendant une vingtaine de minutes. À un moment, la plus grande créature a fait un geste vers la forêt au nord, et la femme a sorti ce qui ressemblait à une carte topographique. Il semblait discuter de quelque chose de spécifique, traçant des itinéraires sur la carte. La femme prenait des notes dans un petit carnet. Une pensée terrifiante m'a frappé. Cette femme les aidait-elle d'une manière ou d'une autre, ou l'aidait-il? Et si ce n'était pas juste une relation amicale? Et s'il se passait quelque chose de plus? Quelque chose que je ne comprenais pas. J'ai continué à photographier, épuisant la pellicule. J'avais apporté 6 pellicules au total pour ce voyage, et j'en étais déjà à ma 3e, mais cela en valait la peine. Chaque image était potentiellement historique. Puis, quelque chose a changé. La plus petite créature s'est soudainement raidie, sa tête se tournant brusquement vers l'est. La plus grande l'a remarqué immédiatement, et les 2 créatures sont devenues totalement immobiles. La femme a cessé de parler, les regardant avec une inquiétude évidente. Un son a atteint mes oreilles, lointain mais se rapprochant. Un moteur, un hélicoptère, d'après le bruit. Les créatures ont réagi immédiatement. Sans aucun signal apparent, elles se sont toutes 2 retournées et ont commencé à se déplacer rapidement vers la lisière des arbres. La femme se dépêchait de rassembler ses affaires, fourrant le livre et la carte dans son sac à dos. En quelques secondes, les 2 créatures avaient disparu dans la forêt, et la femme se hâtait sur le sentier ouest. Le bruit de l'hélicoptère s'est intensifié. Je ne pouvais pas encore le voir à travers la canopée, mais il approchait sans aucun doute. Cherchait-il quelque chose? Les créatures? Comment quelqu'un saurait-il même où regarder ici? Où me cherchait-il, moi? Non, c'était de la paranoïa. C'était probablement juste une patrouille de routine du service forestier, ou peut-être un hélicoptère de surveillance des incendies. Pourtant, je me sentais exposé. S'ils avaient un équipement infrarouge ou de détection de chaleur, détecteraient-ils mon campement? J'ai décidé de rester à mon poste d'observation, caché parmi les rochers, jusqu'à ce que l'hélicoptère passe. Pendant une quinzaine de minutes, je l'ai entendu tourner dans la zone générale, bien que je n'ai jamais eu une vue claire à travers l'épaisse canopée. Puis, le son s'est estompé vers l'ouest. Je suis resté caché pendant encore 1 heure, avant de retourner au camp. L'expérience m'avait secoué. Pas seulement les créatures elles-mêmes, mais la complexité de ce dont j'étais témoin. Cette femme les rencontrait régulièrement. Le bâton sculpté, le livre, les cartes. Ce n'était pas une rencontre fortuite. C'était une relation, peut-être de longue date, et quelqu'un d'autre, qui que ce soit dans cet hélicoptère, pourrait être conscient que quelque chose se passait dans cette zone. J'ai passé le reste de la journée au camp, à digérer tout ça. Je ne suis pas retourné au point d'observation. Au lieu de cela, je me suis assise avec mon journal et mes pensées, notant tout et essayant de donner un sens à tout cela. Le soir venu, j'avais élaboré un nouveau plan. Demain, je ne me contenterai pas d'observer. J'essaierai de suivre la femme quand elle partirait, découvrir d'où elle venait, qui elle était. Les créatures étaient importantes, mais comprendre le côté humain de ce mystère me semblait tout aussi crucial. Je me suis réveillé avant l'aube le 5e jour, mon corps maintenant conditionné au rythme de la forêt. Aujourd'hui, cependant, était différent. Aujourd'hui, je n'observais pas seulement, j'enquêtais activement. La décision de suivre la femme à la tresse grisonnante me pesait, mais je m'y étais engagé. J'avais besoin de réponses. J'ai préparé un petit sac à dos avec l'essentiel. De l'eau, des barres énergétiques, ma boussole, ma carte topo, l'appareil photo Olympus, des jumelles et mon carnet. J'ai laissé la plupart de mon équipement au camp, y compris le plus gros Canon.
Si j'allais me déplacer sur un terrain inconnu, je devais voyager léger et vite. À 6 heures du matin, j'étais positionné à un endroit différent, plus près du sentier ouest où j'avais vu la femme arriver et repartir. J'avais étudié ma carte topographique la veille au soir, traçant l'itinéraire probable de ce sentier. Il semblait contourner la crête et finalement rejoindre une ancienne piste forestière marquée sur ma carte comme non entretenue. Cette piste mènerait finalement à la route forestière 288, accessible en véhicule. L'attente a été plus difficile aujourd'hui. J'étais sur les nerfs, nerveuse à l'idée de ce que j'allais faire. Suivre quelqu'un à son insu me semblait mal, intrusif. Mais je n'arrêtais pas de me répéter que c'était plus important que les convenances sociales. Il s'agissait de comprendre quelque chose qui pourrait tout changer. La femme est arrivée vers 8h15 du matin. J'ai observé à travers les jumelles pendant qu'elle accomplissait le même rituel. Le bâton, les 3 coups, l'attente. Mais aujourd'hui, rien ne s'est passé. Elle a attendu près d'1 heure, appelant parfois doucement des mots que je ne pouvais pas distinguer. Mais aucun Sasquatch n'est apparu. L'hélicoptère d'hier a dû les effrayer, ai-je pensé. Ils étaient probablement à des kilomètres maintenant, se déplaçant dans des parties de la forêt où les humains ne s'aventuraient jamais. La femme semblait déçue, mais pas particulièrement surprise. Vers 9h30, elle a mis son sac sur ses épaules et a commencé à redescendre le sentier ouest. J'ai attendu qu'elle soit hors de vue depuis 2 minutes, puis j'ai commencé à la suivre. Pister quelqu'un dans une forêt est plus difficile qu'il n'y paraît. Je devais rester assez loin pour qu'elle ne m'entende pas, mais assez près pour ne pas la perdre. Le sentier était peu visible par endroits, et je devais me déplacer avec précaution pour éviter de casser des branches ou de déranger des roches qui pourraient faire du bruit. Pendant la première heure, ce fut simple. Le sentier serpentait à travers une forêt ancienne, descendant progressivement. Je pouvais parfois apercevoir la femme devant moi lorsque le sentier se redressait ou lorsque nous traversions des zones plus ouvertes. Elle se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui avait parcouru cet itinéraire de nombreuses fois. Puis le sentier a bifurqué. J'avais baissé les yeux, surveillant mes pas, et quand j'ai relevé la tête, elle avait disparu. Je me suis figé, écoutant. Quelle direction avait-elle prise? La fourche de gauche semblait plus fréquentée, mais celle de droite se dirigeait vers la piste forestière que j'avais identifiée sur ma carte. J'ai attendu, tendant l'oreille, pour capter le moindre bruit de mouvement. Rien. Je l'avais perdue. Jurant silencieusement, j'ai examiné le sol. Le sol de la forêt ici était principalement composé d'aiguilles de pin et de matière organique décomposée, pas idéale pour les traces. Mais j'ai alors repéré quelque chose. Une éraflure fraîche sur une racine exposée sur la fourche de droite. Elle était partie à droite. J'ai continué, me déplaçant encore plus prudemment maintenant. Le sentier ici était à peine visible, juste une légère dépression dans la végétation qui suggérait une utilisation occasionnelle. Ce n'était pas un sentier entretenu, c'était autre chose. Une piste de gibier qui avait été adaptée à l'usage humain ou un itinéraire délibérément obscur. Après encore 45 minutes, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait m'arrêter net. Des voix, la voix de la femme et une autre voix, féminine, plus jeune, avec un accent que je ne parvenais pas à situer. Elles étaient de proche, peut-être à 50 mètres devant. J'ai rampé lentement, en restant basse, jusqu'à ce que je puisse voir à travers la végétation. Il y avait une petite clairière devant, et dedans, un campement. Pas un camp de randonnée temporaire comme le mien. Celui-ci était plus établi. Une grande tente en toile, du genre utilisé par les guides de chasse, était montée sur une plateforme en bois. Il y avait un foyer en pierre avec un grill, une cache de nourriture suspendue à une branche solide, et ce qui ressemblait à divers équipements sous des bâches. La femme que je suivais était là, parlant avec une autre femme qui devait avoir la fin de la trentaine, portant une chemise en flanelle et un jean, avec des cheveux bouclés foncés coupés courts. Elles examinaient quelque chose sur une table improvisée, des cartes, semblait-il,
étalés et maintenus par des pierres. Je me suis soigneusement positionné derrière un tronc d'arbre tombé couvert de mousse et j'ai sorti mes jumelles. De là, je pouvais observer sans être vue tant que je restais immobile et silencieuse. « Rien aujourd'hui », disait la femme à la tresse grisonnante. « J'ai attendu plus d'1 heure. » L'hélicoptère d'hier les a probablement poussés plus profondément dans les hauteurs, a répondu la femme plus jeune, son accent plus clair maintenant, légèrement du sud, peut-être de Géorgie ou d'Alabama. Bon sang, c'est la 3e fois ce mois-ci. Le service forestier fait plus de survols que d'habitude. Ça pourrait être pour la surveillance des incendies. Il a fait sec. Ou ça pourrait être les hommes de Harrison. La femme à la tresse a secoué la tête. Harrison ne connaît pas cette zone. Nous avons été prudentes. Harrison. Qui était Harrison? J'ai écouté attentivement, regrettant de ne pas avoir de moyen d'enregistrer cette conversation. Ma main s'est déplacée vers mon carnet et j'ai commencé à prendre des notes, soigneusement et silencieusement. « Nous devons à nouveau déplacer le point de rencontre », a dit la femme plus jeune. « Plus au nord, plus haut, quelque part où les hélicoptères ne peuvent pas accéder facilement. Ils n'aimeront pas ça. Ils sont à l'aise dans cette zone. Il a fallu 3 ans pour établir ce niveau de confiance. 3 ans. Cela durait depuis 3 ans. Mon esprit vacillait. Combien de rencontres y avait-il eu? Combien de contacts? La femme à la tresse avait l'air troublée. Il y a autre chose. Je pense que quelqu'un pourrait nous observer. Mon sang se glaça. Que veux-tu dire? Le groupe familial. Le patriarche l'a mentionné la semaine dernière. Il a dit qu'ils avaient senti un autre humain sur le territoire. Quelqu'un qui ne faisait pas partie des schémas de patrouille habituels. Il l'a décrit comme une énergie curieuse, pas menaçante, mais présente. Ça pourrait être un randonneur. Nous sommes dans ce secteur. Tu sais à quel point c'est reculé. Nous n'avons vu personne d'autre que le personnel autorisé depuis des années. La femme plus jeune a froncé les sourcils. Nous devrons peut-être suspendre le contact pendant un certain temps. S'il y a un témoin, si quelqu'un a documenté quoi que ce soit. Je sais, mais nous sommes si proches, Sarah. Les données sur les schémas de migration à elles seules sont inestimables. Et ils commencent enfin à partager des informations sur les groupes du Nord. Sarah. Au moins, j'avais un nom maintenant. La femme plus jeune s'est dirigée vers le foyer et s'est versée du café d'une cafetière en émail cabossé. La Fondation ne va pas apprécier une suspension. Ils attendent le rapport de territoire du printemps pour avril. Fondation. C'était plus grand que juste 2 femmes rencontrant des Sasquatch. Il y avait une organisation impliquée. La Fondation peut attendre, a répondu fermement la femme à la tresse. Notre directive principale est la protection. Si une exposition se produit parce que nous insistons trop, tout ce pourquoi nous avons travaillé est perdu. Tout ce en quoi ils nous ont fait confiance est compromis. Elles ont continué à parler, mais la discussion s'est tournée vers la logistique, les ravitaillements, l'entretien de l'équipement, quelque chose à propos d'un horaire radio. Je suis resté caché, digérant ce que j'avais entendu. Ces femmes n'étaient pas de simples passionnés ou des personnes tombées sur quelque chose par hasard. C'était organisé, à long terme, et financé par une sorte de fondation. Elles collectaient des données, cartographiaient les schémas de migration et avaient établi suffisamment de confiance avec une famille de Sasquatch pour parler d'un patriarche. Le patriarche m'avait senti. D'une manière ou d'une autre, ces créatures savaient que j'étais là, à observer. La pensée était à la fois excitante et terrifiante. Après une vingtaine de minutes, la femme à la tresse grisonnante a de nouveau mis son sac sur ses épaules. Je retourne au camp de base. Je dois vérifier les pièges photographiques sur la crête Est et me réapprovisionner. Je serai de retour vendredi. Vendredi, c'est bien. J'essaierai d'établir le contact en milieu de semaine s'ils descendent des hauteurs. Nous avons toujours le point de rencontre de secours à Laurel Creek. Ils avaient plusieurs points de rencontre, des pièges photographiques, des camps de base. Cette opération était sophistiquée. La femme à la tresse est partie, se dirigeant plus à l'ouest sur un sentier que je n'avais pas remarqué auparavant. Sarah est entrée dans la tente et en est ressortie avec une radio.
Pas un talkie-walkie, mais une unité plus grande, peut-être une radio CB ou amateur. Elle a déployé une antenne et a commencé à émettre, mais elle utilisait une sorte de code. Renard gris à tanière, renard gris à tanière. Point de situation. Contact négatif en raison de l'activité aérienne. Reprise du programme vendredi. Secteur 12, reste clair. Une voix a crépité en retour. Masculine, plus âgée. Reçu, renard gris. Prévenez si un déplacement est nécessaire. Tanière, terminée. J'étais tombé sur quelque chose de bien plus grand qu'une simple amitié entre un humain et un Bigfoot. C'était une opération de recherche organisée, peut-être avec plusieurs équipes, des horaires coordonnés et une préoccupation pour l'exposition. Ils avaient des noms de code, des protocoles radio et parlaient de personnel autorisé et de la protection des créatures. La question était, qu'allais-je faire de cette information ? Je suis resté caché pendant encore 1 heure, observant Sarah se déplacer dans le camp. Elle semblait faire de l'entretien de routine, vérifier les provisions, prendre des notes dans un journal de bord, ajuster l'une des bâches. Finalement, elle est entrée dans la tente et n'en est pas ressortie. J'ai reculé prudemment et silencieusement par le chemin par lequel j'étais venu. Chaque pas semblait précaire. S'il savait que quelqu'un était dans la région, il pourrait être attentif aux signes de surveillance. La dernière chose dont j'avais besoin était de me faire prendre. Le retour à mon camp a pris près de 3 heures. Je me déplaçais lentement, vérifiant constamment derrière moi pour m'assurer que je n'étais pas suivi. Mon esprit était en ébullition avec les implications. Une fondation étudiant les Sasquatch. Plusieurs chercheurs sur le terrain, un contact régulier avec un groupe familial, des pièges photographiques documentant leur comportement. C'était de la recherche scientifique légitime menée en secret. Mais pourquoi ce secret ? La réponse évidente était la protection. Si le monde savait que les Sasquatch existaient, ces forêts seraient envahies. Chasseurs, chercheurs, touristes, médias, ce serait le chaos. Les créatures perdraient leur habitat, leur sécurité, peut-être leur vie. Ces gens, qui qu'ils soient, avaient décidé que garder le secret sur les Sasquatch était le meilleur moyen de les protéger. Et j'avais des photographies qui pouvaient détruire tout ce qu'ils avaient construit. Quand j'ai atteint mon camp, j'ai immédiatement vérifié que tout était intact. C'était le cas. Je me suis assise lourdement sur mon sac de couchage et j'ai sorti les 3 pellicules exposées de mon sac. Ces petites boîtes contenaient des preuves qui pouvaient prouver l'existence des Sasquatch. Mais elles contenaient aussi des preuves qui pouvaient mettre en danger une espèce entière et détruire des années de recherche minutieuse. Le dilemme éthique était écrasant. En tant que citoyenne, n'avais-je pas l'obligation de partager cette découverte ? C'était l'un des grands mystères de la cryptozoologie, peut-être le plus grand. La communauté scientifique méritait de savoir, l'humanité méritait de savoir. Mais qu'en était-il des créatures elles-mêmes ? Elles avaient survécu pendant des milliers d'années en restant cachées. Elles avaient une intelligence, des structures familiales, des territoires. Elles étaient des personnes, d'une certaine manière. Pas humaines, mais méritant les mêmes considérations que nous accorderions à toute espèce douée de sensibilité. Et qu'en était-il des chercheurs ? Ils avaient consacré des années, au moins 3, probablement plus, à établir la confiance et à recueillir des données. Si je révélais tout, leur travail serait-il détruit ? La fondation fermerait-elle ? Les Sasquatch fuiraient-ils encore plus profondément dans la nature sauvage, pour ne plus jamais être étudiés ? J'ai passé le reste de l'après-midi à me débattre avec ces questions. J'ai à peine touché à mon dîner, juste quelques crackers et du bœuf séché que j'ai mangé machinalement en fixant mon sac d'appareil photo. Au crépuscule, je les ai de nouveau entendus, les appels résonnant dans les vallées. Mais cette fois, ils sonnaient différemment, presque lugubres, comme s'ils se lamentaient de quelque chose de perdu. Le patriarche savait que j'étais là, il l'avait dit aux chercheurs. Le groupe familial était probablement en train de se déplacer maintenant, abandonnant un territoire qu'ils avaient utilisé pendant des générations.
Tout cela parce qu'une humaine curieuse était tombée sur leur monde avec un appareil photo. Le poids de tout cela était écrasant. J'étais venu dans ces bois en quête d'aventure et de belles photographies. Au lieu de cela, j'avais trouvé quelque chose qui me hanterait pour le reste de ma vie. Cette nuit-là, j'ai pris une décision provisoire. Je terminerai mon voyage prévu, j'avais encore 5 jours de provisions, je me donnerais ce temps pour réfléchir, pour observer, pour comprendre autant que je le pouvais. Ensuite, je déciderai quoi faire des photographies et des connaissances que j'avais acquises. Mais alors que j'étais allongé dans mon sac de couchage, écoutant ces appels lointains s'évanouir dans la nuit, je savais que quelle que soit ma décision, elle changerait tout. Il n'y avait pas de retour en arrière vers la personne que j'étais avant d'avoir vu une femme serrer la main d'une légende. La question n'était pas de savoir si je raconterais l'histoire. La question était comment et à quel prix. Les jours 6 et 7 passèrent dans un brouillard de débats intérieurs. Je suis resté à mon camp, ne m'aventurant plus pour surveiller. Cela me semblait mal maintenant, sachant que j'étais l'intruse dans une situation délicate qui avait mis des années à se construire. Au lieu de cela, j'ai passé mon temps à parcourir des sentiers familiers, à photographier la beauté banale de la forêt, des fougères se déroulant, la rosée du matin sur des toiles d'araignée, le jeu de la lumière à travers les vieilles pruches, mais mon esprit n'était jamais loin de ces 3 pellicules dans mon sac. Le soir du 7e jour, quelque chose s'est produit qui a tout changé. J'étais assise à l'extérieur de ma tente, écrivant dans mon journal à la lumière de ma lanterne Coleman, quand j'ai entendu un bruit. Pas les appels lointains auxquels je m'étais habitué, mais quelque chose de plus proche. Des pas lourds et délibérés approchant de mon camp. Mon premier instinct a été la peur. Une peur primaire et pure, mais je me suis forcé à rester calme, à rester assise. Courir serait inutile. Si l'un d'eux voulait m'approcher, la pire chose que je puisse faire était de paraître menaçante. Les pas se sont arrêtés à une dizaine de mètres de mon camp, juste au-delà du cercle de lumière de la lanterne. Je pouvais entendre une respiration, des respirations profondes et mesurées, puis une voix, pas des mots humains, mais une vocalisation qui était clairement destinée à communiquer. C'était grave, grondant, avec une tonalité interrogative à la fin. « Bonjour », ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un murmure. « Je ne vous ferai pas de mal. Je ne vous veux aucun mal. » Silence. Puis une autre vocalisation, différente cette fois, presque contemplative. Lentement, si lentement que j'osais à peine respirer, j'ai tendu la main et éteint la lanterne. Mes yeux ont mis un moment à s'adapter à l'obscurité, illuminés seulement par une demi-lune filtrant à travers la canopée. Et puis, je l'ai vu. Le plus grand Sasquatch, celui que j'avais d'abord observé en train de rencontrer la femme, se tenait à la lisière de mon camp. Au clair de lune, ses poils bruns foncés semblaient presque argentés. Ses yeux sombres et intelligents, étaient fixés sur moi. Nous sommes restés comme ça pendant ce qui m'a semblé une éternité. Humain et Sasquatch, se regardant simplement. Je pouvais voir le soulèvement et l'abaissement de sa poitrine massive. Je pouvais voir la façon dont ses mains pendaient à ses côtés, détendues, non menaçantes. Ce n'était pas une rencontre agressive, c'était une évaluation. « Je vous ai vu », ai-je dit doucement. « Je vous ai vu avec la femme. J'ai pris des photos. » Pourquoi est-ce que j'avouais cela? Je ne sais pas. Cela semblait juste nécessaire. Être honnête. Je ne sais pas quoi en faire. La créature a penché la tête et je jurerais sur tout ce que j'ai de plus sacré qu'elle m'a comprise. Peut-être pas les mots eux-mêmes, mais le ton, le conflit dans ma voix. Elle a fait un pas en avant, puis un autre. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles, mais je n'ai pas bougé. Elle s'est arrêtée à environ 5 mètres, assez près pour que je puisse la sentir. Une odeur terreuse, musquée, pas désagréable, comme de la terre humide et de l'écorce de pruche. Puis elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a tendu la main derrière son dos et a sorti quelque chose de ce que je ne peux décrire que comme une position de transport naturel, coincée dans les poils du bas de son dos.
C'était une branche, mais pas n'importe laquelle. Elle avait été délibérément débarrassée de ses petites brindilles et de son écorce par endroits, créant un motif. La créature l'a tendue vers moi. Je me suis levé lentement et j'ai fait un pas en avant. La créature n'a pas reculé. J'ai fait un autre pas, puis un autre, jusqu'à ce que je sois assez proche pour prendre la branche. Nos doigts se sont presque touchés alors que je la saisissais, les miens petits et pâles, les siens énormes et couverts de poils rêches. Au moment où j'ai eu la branche, la créature a émis un son doux, pas menaçant, presque délicat, et puis elle s'est retournée et s'est éloignée. En quelques secondes, elle avait disparu dans la forêt, se déplaçant avec ce même silence impossible que j'avais observé auparavant. Je suis resté là, tenant la branche, tremblante. Dans mes mains se trouvait un cadeau, une reconnaissance, un message qui disait « Nous savons que tu es là, nous te voyons aussi ». J'ai passé le reste de cette nuit à examiner la branche à la lumière de la lanterne. Le motif gravé n'était pas aléatoire. Il formait une séquence répétitive. 3 marques, puis 2, puis de nouveau 3, se poursuivant tout autour de la branche. Était-ce décoratif, symbolique, une forme d'art? Je n'avais aucun moyen de le savoir, mais c'était clairement intentionnel, clairement fait avec un but et une pensée. Ce n'était pas seulement un animal intelligent, c'était un être pensant, créateur. Et je tenais dans mon sac des photographies qui pouvaient faire s'effondrer tout son monde. Le matin venu, j'avais pris ma décision. 8e jour. J'ai démonté le camp pour la dernière fois. J'ai tout emballé avec soin, en veillant à ne laisser aucune trace de ma présence. Les principes du sans trace, que j'avais toujours suivis, prenaient un nouveau sens maintenant. Cette forêt n'était pas seulement une nature sauvage. C'était le foyer d'êtres qui méritait le même respect que nous accorderions à n'importe quel peuple autochtone protégeant sa terre. Mais avant de partir, j'ai fait une dernière chose. J'ai pris les 3 pellicules exposées de mon sac et j'ai trouvé un rocher plat près de mon ancien campement. Une par une, j'ai sorti la pellicule des boîtiers, l'exposant complètement à la lumière vive du matin. 36 poses fois 3 pellicules, 108 photographies de preuves rendues inutilisables en quelques secondes. Alors que la pellicule se recroquevillait et se dégradait au soleil, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas du regret, mais du soulagement. Ces photographies ne m'appartenaient pas. Cette histoire n'était pas la mienne à raconter, du moins pas de la manière qui viendrait de la publication de ces images. J'ai gardé seulement la branche. Le retour à mon camion a pris la majeure partie de la journée. Quand j'ai atteint le début du sentier et que j'ai vu mon Chevy S10 couvert d'une semaine de poussière et d'aiguilles de pin, j'ai eu l'impression de revenir d'un autre monde. D'une certaine manière, c'était le cas. Le trajet de retour vers Knoxville a été long et contemplatif. Je me suis arrêté au même Smoky Mountain Diner à Bryson City où Harold, le serveur, s'est souvenu de moi. « Comment s'est passé votre voyage, ma petite dame ?» a-t-il demandé en remplissant ma tasse de café. « Vous avez pris de belles photos. »« Pas celles que j'attendais, » ai-je répondu honnêtement. Mais ce fut instructif. Il a souri d'un air entendu. La forêt a une façon de nous montrer ce que nous avons besoin de voir, pas toujours ce que nous voulons voir. De retour dans mon appartement à Knoxville, j'ai développé les quelques pellicules que j'avais prises avant la rencontre fatidique. Des paysages, des cerfs, la beauté banale que j'avais capturée lors de mes derniers jours. J'avais une photo de mon Olympus qui montrait la femme à la tresse au loin, trop éloignée et trop floue pour être utile comme preuve. Je l'ai gardée dans mes archives personnelles, mais ne l'ai jamais montrée à personne. La branche a trouvé sa place sur une étagère dans mon salon. Quand les gens me posaient des questions à son sujet, je disais que je l'avais trouvée dans les Smoky Mountains, ce qui était vrai. Je ne mentionnais pas qui me l'avait donnée. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant.
Je suis allé à la bibliothèque municipale de Knoxville et j'ai commencé à faire des recherches sur le film de Patterson Gimlin et d'autres rencontres avec des Sasquatch. J'ai lu des livres de chercheurs qui avaient passé des décennies à chercher des preuves. Et lentement, entre les lignes de leurs récits, j'ai commencé à reconnaître des schémas. Il y en avait d'autres qui savaient. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Des gens qui avaient eu des rencontres mais avaient choisi le silence. Des chercheurs qui avaient trouvé des preuves mais ne les avaient jamais publiées. Un réseau discret de protecteurs qui avaient décidé que certains mystères valaient mieux ne pas être résolus. Certains êtres valaient mieux ne pas être découverts. Je n'ai jamais essayé de trouver la fondation. Je ne suis jamais retourné dans cette zone spécifique des Great Smoky Mountains. Mais j'ai continué à randonner et à photographier la nature sauvage. Et j'ai toujours porté en moi un sentiment de savoir. Que dans les endroits profonds, dans les forêts anciennes, où les humains s'aventurent rarement, il y en avait d'autres qui observaient, vivaient, survivaient. Parce que des gens comme cette femme à la tresse grisonnante et ses collègues avaient choisi la protection plutôt que la reconnaissance. Environ 6 mois plus tard, en octobre 1993, j'ai reçu un colis à mon appartement. Il n'y avait pas d'adresse de retour, juste un cachet de la poste de Bryson City. À l'intérieur se trouvait un livre, La nature sauvage cachée, cryptozoologie et éthique de la conservation, par le docteur Robert Crawford. Je n'en avais jamais entendu parler. Il ressemblait à une publication académique d'une petite maison d'édition, peu distribuée. Glissée à l'intérieur de la couverture se trouvait une note sur du papier blanc uni, manuscrite. « Merci pour votre discrétion. Le patriarche se souvient de vous. Un ami. » J'ai lu le livre d'une traite en 2 jours. Il portait ostensiblement sur l'éthique de la recherche d'espèces inconnues. Mais en lisant entre les lignes, il était clair que l'auteur en savait plus qu'il ne le disait. Il y avait des références à la documentation responsable, au fardeau de l'observateur et au paradoxe de la protection. Comment prouver que quelque chose existe pouvait être la chose même qui le détruisait. Dans la section des remerciements, il remerciait les chercheurs de terrain dévoués qui ont choisi la tutelle plutôt que la gloire. Je me suis demandé si la femme à la tresse et Sarah faisaient partie de ces chercheurs anonymes. Au cours des années suivantes, j'ai poursuivi mes randonnées et ma photographie en faisant finalement une carrière de freelance. J'ai travaillé pour des magazines de plein air, des organisations de conservation et des offices de tourisme. Mon travail était bon. J'ai même reçu quelques prix. Mais je n'ai jamais oublié que les photographies les plus importantes que j'ai jamais prises étaient celles que j'avais délibérément détruites. Je suis sorti avec des hommes, j'ai eu des relations, mais je ne me suis jamais marié. Comment aurais-je pu expliquer à quelqu'un que j'avais tenu entre mes mains la preuve de quelque chose que le monde voulait savoir et que j'avais choisi de l'exposer à la lumière, que je m'étais trouvé à moins de 5 mètres d'une créature que la science disait ne pas exister et que j'avais accepté un cadeau de sa part? Certains secrets sont trop grands pour être partagés, même avec les gens que l'on aime. En 1995, je suis retourné dans les Great Smoky Mountains, mais pas dans la même région. J'ai parcouru d'autres sentiers, photographié d'autres montagnes. Un soir, en campant près de Cades Cove, je les ai de nouveau entendus, ces appels résonnant à travers les vallées. J'ai souri, levé ma tasse de café dans un toast silencieux et murmuré « Restez cachés, mes amis, restez en sécurité ». Des années plus tard, en 2003, quand j'ai eu 38 ans, j'ai eu une rencontre lors d'une exposition de photographie de nature à Atlanta. Un homme âgé, probablement dans la soixantaine dizaine, se tenait devant l'un de mes tirages, une photo brumeuse matinale des Smoky Mountains. Il s'est tourné vers moi et a dit « Vous avez passé du temps dans les endroits profonds. » Ce n'était pas une question. « Oui, ai-je répondu. Il y a longtemps. » Il a étudié mon visage un instant, puis a hoché la tête. « Certains d'entre nous savent. Nous sommes discrets à ce sujet, mais nous savons. Nous sommes plus nombreux que vous ne le pensez.
Des gens qui ont choisi d'être des témoins plutôt que des lanceurs d'alerte. En êtes-vous? Ai-je demandé. Disons simplement que je fais de la recherche de terrain depuis 40 ans et les données les plus importantes sont celles que je n'ai jamais publiées. Il a tendu la main. Robert Crawford. Mes yeux se sont écarquillés. L'auteur du livre. J'envoie ce livre à toute personne que l'équipe de terrain identifie comme un sympathisant potentiel. La plupart des gens qui ont de véritables rencontres se convainquent qu'ils se sont trompés ou ils ne peuvent pas résister à l'envie de raconter l'histoire. Mais quelques-uns, très peu, comprennent la responsabilité qui vient avec le savoir. Il a souri chaleureusement. « Vous avez détruit la pellicule, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. Cela demande un vrai caractère. La plupart des gens auraient au moins gardé un tirage ou deux. Mais vous avez compris que même une seule photographie, même gardée en privé, est un risque. Quelqu'un la voit après votre mort, et soudain, c'est une preuve. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Il ne m'a pas donné d'informations spécifiques. Pas de lieu, pas de nom, pas de détails sur la fondation. Mais il a confirmé qu'il y avait un effort organisé pour étudier et protéger les populations de Sasquatch dans la région des Appalaches. C'était financé par une coalition de groupes de conservation, de donateurs privés et, chose intéressante, de certaines branches du service forestier qui niaient officiellement l'existence des Sasquatch tout en protégeant discrètement leur habitat. Le public n'est pas prêt, a-t-il expliqué. Peut-être un jour, quand l'humanité aura suffisamment mûri pour voir d'autres espèces intelligentes comme des voisins plutôt que comme des ressources ou des curiosités. Mais pour l'instant, la preuve signifierait la destruction. Avant de nous séparer, il a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Vous avez reçu un cadeau. Pas la branche, bien que cela en fasse partie. Le vrai cadeau, c'est le savoir. Vous avez vu quelque chose que la plupart des humains ne verront jamais. Vous avez été reconnu par eux. Ce n'est pas un fardeau, Elena. C'est un honneur. Aujourd'hui, en novembre 2025, j'ai 60 ans. J'ai eu une belle vie, riche d'expériences, d'aventures et de lieux magnifiques. La branche est toujours sur mon étagère, patinée par le temps, mais montrant toujours ses marques délibérées. Parfois, tard dans la nuit, je la tiens et je me souviens de cette rencontre. Je n'ai jamais pris une autre photo d'eux, jamais essayé de documenter ou de prouver ce que je savais. Au lieu de cela, j'ai passé 3 décennies à utiliser ma photographie pour plaider en faveur de la préservation de la nature sauvage, pour protéger les forêts anciennes, pour maintenir des zones sans route où des choses que nous ne comprenons pas entièrement peuvent continuer d'exister. J'ai rencontré d'autres personnes au fil des ans, d'autres comme moi qui ont eu des rencontres et ont choisi le silence. Nous n'avons pas de réunions ou de groupes formels, mais nous nous reconnaissons. Un certain regard lorsque le sujet du Sasquatch est abordé. Une passion particulière pour la protection de la nature sauvage reculée. Un sourire entendu lorsque quelqu'un écarte la possibilité. La vérité est là dehors, dans ces forêts profondes, ces montagnes reculées, ces endroits où les humains vont rarement. La vérité est dans les appels qui résonnent à travers les vallées. Dans les traces massives, parfois trouvées par des randonneurs perplexes, dans les aperçus fugaces de personnes qui ne sont pas tout à fait sûres de ce qu'elles ont vu. Et la vérité est protégée par un réseau discret de personnes qui ont décidé que certaines choses sont plus importantes que d'avoir raison, que d'être célèbre, que d'être cru. Je ne regrette jamais d'avoir détruit ces photographies. Elles n'auraient rien prouvé au final. Les experts auraient crié au trucage, les sceptiques auraient exigé plus de preuves, et les croyants n'en auraient pas eu besoin de toute façon. Mais les détruire signifiait qu'une famille d'êtres intelligents pouvait continuer à vivre sans être dérangés, pouvait continuer à faire confiance aux quelques humains qui avaient mérité cette confiance. Parfois, je me demande si le patriarche est toujours en vie. Il serait ancien maintenant selon les normes humaines, bien que qui sache quelle peut être la durée de vie d'un Sasquatch.
Je me demande s'il raconte encore à sa famille l'histoire de l'humaine qui a observé puis s'en est allé. Si ma rencontre est devenue partie de leur histoire orale comme elle est devenue partie de la mienne. Le monde a tellement changé depuis 1993. Nous avons Internet maintenant. Des appareils photonumériques, des drones, des satellites qui peuvent repérer une plaque d'immatriculation depuis l'espace. Il est plus difficile pour eux de rester cachés, j'en suis sûr. Mais d'une manière ou d'une autre, ils y parviennent. Parce qu'il y a encore des endroits trop reculés, trop accidentés, trop sauvages pour que notre technologie pénètre pleinement. Et parce qu'il y a des gens, des chercheurs, des gardes forestiers, des randonneurs comme moi, qui sont devenus les gardiens de leurs secrets. Ceci est mon histoire. Je l'ai finalement écrite après 32 ans à la portée seule. Je ne m'attends pas à ce que vous y croyiez. Je n'ai pas besoin que vous y croyiez. Mais j'espère que cela vous fera réfléchir à 2 fois avant d'exiger des preuves, avant d'insister pour que chaque mystère soit résolu, chaque inconnu documenté. Certaines choses méritent de rester dans l'ombre. Certains êtres méritent de vivre sans être dérangés. Et certains secrets sont gardés non par peur ou par tromperie, mais par amour et par respect. Les Great Smoky Mountains sont toujours là, toujours sauvages, protégeant toujours leurs habitants. Si vous y allez, et je vous encourage à le faire, c'est d'une beauté à couper le souffle. Marchez doucement, respectez la terre. Et si vous êtes très chanceux, si vous vous aventurez assez loin dans les endroits profonds, vous pourriez entendre quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. Vous pourriez voir quelque chose qui ne devrait pas exister. Et si c'est le cas, j'espère que vous comprendrez que le plus grand cadeau n'est pas de voir, c'est de garder ce secret, d'honorer leur confiance, de reconnaître que nous partageons ce monde avec des êtres qui ont choisi de rester cachés, et notre respect pour ce choix. La branche est toujours sur mon étagère, un rappel de la nuit où une légende a tendu la main à une humaine effrayée et a dit, sans mots, « Nous te voyons aussi ». Et c'était suffisant. C'était tout. Je pense souvent à ce moment, surtout maintenant que je suis plus âgé et que le temps semble s'écouler différemment. Il y a des nuits où je ne peux pas dormir, où les bruits de la ville à l'extérieur de ma fenêtre semblent trop forts et trop artificiels, et je saisis cette branche sur mon étagère. Les marques sont toujours là, lissées par les années et par mes doigts qui les ont tracées d'innombrables fois, mais toujours visibles. 3, puis 2, puis de nouveau 3. Un motif que quelqu'un, quelque chose, a gravé avec intention et but. J'ai passé des décennies à me demander ce que cela signifiait. Est-ce un nom, une salutation, un avertissement? Est-ce mathématique, artistique, spirituel? Je n'ai aucun moyen de le savoir. Et peut-être que cette incertitude fait partie du cadeau. Tout n'a pas besoin d'être expliqué. Tout n'a pas besoin d'être compris de la manière dont nous, les humains, exigeons habituellement la compréhension. Ma carrière dans la photographie animalière m'a emmené dans de nombreux endroits après ce printemps de 1993. J'ai photographié des loups à Yellowstone, des grizzlies en Alaska, des lamantins en Floride. J'ai passé 3 mois au Costa Rica à documenter les espèces des forêts de nuages et 2 autres mois en Tanzanie à suivre les migrations de gnous. J'ai vu des choses qui m'ont rempli d'émerveillement et des choses qui m'ont brisé le cœur. Le monde naturel est beau et brutal à parts égales, mais rien n'a jamais été comparable à ces 10 jours dans les Great Smoky Mountains. Rien n'a jamais reproduit ce sentiment de se tenir dans l'obscurité pendant que quelque chose d'ancien et d'impossible se tenait devant moi, tendant un cadeau. Au cours de mes voyages, j'ai rencontré d'autres photographes, d'autres naturalistes, d'autres personnes qui passaient leur vie dans des endroits sauvages. Et occasionnellement, très occasionnellement, je reconnaissais quelque chose en eux. Une hésitation lorsque certains sujets étaient abordés.
une façon d'écouter la forêt qui allait au-delà de l'intérêt professionnel, une réticence à s'aventurer dans les endroits les plus profonds, ou à l'inverse, une connaissance étrange et spécifique de zones qui semblaient trop reculées pour avoir jamais été explorées. Je n'ai jamais demandé directement. Cela aurait semblé être une violation de tout code tacite qui existait entre nous, mais il y a eu des moments. Une conversation lors d'une conférence sur la faune à Denver, où une biologiste a mentionné avoir entendu des appels dans la péninsule olympique qu'elle ne pouvait pas identifier. Elle étudiait les chouettes tachetées depuis 15 ans et connaissait tous les sons de ces forêts, tous les sons, sauf ceux-là. Elle n'est jamais retournée à cette station de recherche particulière après ce voyage. Une rencontre fortuite avec un garde forestier dans le Montana qui avait été en poste dans la Bob Marshall Wilderness pendant 20 ans. Il m'a raconté des histoires autour de bières dans un lodge à Choteau, et la plupart étaient des récits classiques de rencontres avec des ours, de randonneurs perdus et d'hivers difficiles. Mais il y a une histoire qu'il a commencé à raconter puis s'est arrêtée. Quelque chose à propos d'une nuit dans une tour de guet d'incendie où il a vu quelque chose traverser une prairie au clair de lune. Quelque chose qui n'était pas un ours, ni un wapiti, ni rien qu'il pouvait nommer. Il m'a regardé un long moment après cela et je l'ai regardé en retour, et aucun de nous n'a dit un mot de plus. Nous n'en avions pas besoin. Une biologiste marine que j'ai rencontrée lors d'une conférence à Seattle qui étudiait les orques dans le Puget Sound. Elle n'avait rien à voir avec les forêts ou les animaux terrestres, mais elle comprenait quelque chose de fondamental sur le fait de garder des secrets, sur l'observation d'être plus intelligents que nous ne le pensons et le fait de savoir que l'exposition les détruirait. Les orques de sa zone d'étude souffraient du trafic maritime, de la pollution et de la diminution des stocks de saumon. Elle avait des données qui montraient exactement comment l'interférence humaine les tuait. Mais elle savait aussi que la publication de certains lieux, de certains groupes, de certains comportements attirerait plus d'attention, plus de bateaux, plus d'interférences. Protéger en cachant, m'a-t-elle dit un jour. C'est parfois la seule façon. Je comprenais exactement ce qu'elle voulait dire. La fondation que Crawford avait mentionnée, l'organisation qui finançait les recherches dont j'avais été témoin, ne m'a jamais contacté directement. Je n'ai pas été recruté, jamais invité à rejoindre quoi que ce soit d'officiel. C'était peut-être intentionnel, peut-être avait-il décidé que j'étais digne de confiance précisément parce que je n'avais pas besoin de structure ou d'affiliation pour garder leurs secrets. Peut-être comprenait-il que les protecteurs les plus fiables sont ceux qui prennent la décision de manière indépendante. Ou peut-être qu'ils observaient et attendaient de voir si je commettrais un faux pas, si je le dirais à quelqu'un après quelques verres de trop, ou si j'écrirais tout dans des mémoires qui seraient publiées après ma mort, ou si je contacterais un journaliste quand je serais vieille et malade et en quête d'une sorte d'héritage au-delà des photographies que j'avais prises. S'ils observaient, j'espère qu'ils sont satisfaits. J'espère qu'ils comprennent que mon silence n'a jamais été une question de peur ou d'intérêt personnel. C'était à cause de ce moment dans l'obscurité, ce moment où quelque chose de massif, d'ancien et de soi-disant impossible s'est tenu devant moi et m'a offert un cadeau. Ce moment où j'ai compris qu'on me faisait confiance et que cette confiance était plus précieuse que n'importe quelle photographie, n'importe quelle publication, n'importe quelle revendication de découverte. J'ai écrit des choses, bien sûr. J'écris ceci maintenant, mais j'ai écrit pour moi-même, pas pour la publication. J'ai écrit parce que j'avais besoin de donner un sens à ce qui s'était passé et l'écriture a toujours été ma façon de traiter le monde. J'ai écrit parce que je savais qu'un jour je serais vieille, que la mémoire est traîtresse et que je ne voulais pas perdre les détails. La femme à la tresse grisonnante. Je n'ai jamais appris son nom, mais je pense souvent à elle. Elle avait consacré sa vie à quelque chose que la plupart des gens considéreraient comme impossible. Elle avait passé des années à construire la confiance avec des êtres que la science disait ne pas exister. Elle avait renoncé à toute chance de reconnaissance, d'avancement de carrière ou de légitimité académique pour les protéger.
Je me demande comment était sa vie. Avait-elle une famille qui savait ce qu'elle faisait? Avait-elle des amis qui comprenaient? Ou portait-elle son secret seule, comme je portais le mien, protégée par son poids? Sarah, la chercheuse plus jeune, j'y pense aussi. Elle avait probablement mon âge, peut-être un peu plus jeune. Elle avait fait le même choix. S'était consacrée à un travail qui ne pourrait jamais être publié, à des découvertes qui ne pourraient jamais être partagées, à une carrière qui ne laisserait aucune trace dans aucune base de données professionnelle. Où sont-elles maintenant? Sont-elles toujours sur le terrain, établissant toujours le contact, recueillant toujours des données que seule une poignée de personnes verra jamais? Ou ont-elles finalement pris leur retraite, transmettant leurs connaissances à de nouveaux chercheurs qui poursuivraient le travail? Peut-être qu'elles lisent ceci maintenant. Peut-être que d'une manière ou d'une autre, ces mots leur parviendront. Si c'est le cas, je veux qu'elles sachent que j'ai gardé la foi, j'ai gardé le secret. Et je suis reconnaissante, éternellement reconnaissante pour ce qu'elles m'ont permis de voir. Le monde de 2025 est très différent de celui de 1993. J'ai mentionné la technologie auparavant, les drones, les satellites et les appareils photo numériques qui peuvent capturer des images dans une obscurité quasi totale. Mais c'est plus que cela. Les forêts elles-mêmes sont différentes maintenant. Le changement climatique a transformé les paysages que je connaissais. Les espèces ont déplacé leurs aires de répartition. Les incendies sont devenus plus fréquents et plus graves. Les pruches qui dominaient la forêt où j'ai eu ma rencontre sont en train de mourir, tuées par un insecte invasif qui s'est propagé à travers les Appalaches. Je me demande comment les Sasquatch se sont adaptés. Ils ont survécu pendant des millénaires en restant cachés, mais leurs cachettes se réduisent. Les zones sauvages qui les protégeaient sont envahies, exploitées, développées, brûlées. Les routes s'enfoncent plus profondément chaque année. Les sentiers amènent plus de randonneurs. Les caméras voient plus. Et pourtant, les appels résonnent encore dans les vallées. Les traces apparaissent encore dans des endroits reculés. Les aperçus se produisent encore, fugaces, niables mais persistants. D'une manière ou d'une autre, ils endurent. C'est peut-être la chose la plus remarquable à leur sujet, pas leur taille ou leur intelligence ou leur capacité à communiquer, mais leur survie. Pendant des dizaines de milliers d'années, ils ont vécu aux côtés des humains, cachés à la vue de tous. Ils ont vu nos civilisations naître et mourir. Ils nous ont vus transformer le paysage, chasser la mégafaune jusqu'à l'extinction, empoisonner les rivières, changer le climat même. Et ils survivent encore. Je trouve de l'espoir en cela. Je trouve de l'espoir dans le fait que malgré tout ce que nous avons fait, malgré notre technologie, notre expansion et notre volonté incessante de savoir, de documenter et de contrôler, il y a encore des êtres qui vivent hors de notre portée. Il y a encore des mystères que nous n'avons pas résolus. Il y a encore des endroits où nous ne sommes pas les maîtres. J'ai 60 ans, je n'ai pas d'enfant pour hériter de mes connaissances, pas d'apprenti pour continuer le petit rôle que j'ai pu jouer. Quand je mourrai, mon secret mourra avec moi. La branche finira dans une vente de succession ou une benne à ordures. Personne ne saura ce qu'elle signifiait. Et c'est ainsi que cela doit être. Certaines choses ne sont pas destinées à être héritées. Certaines vérités sont trop dangereuses pour être transmises. J'ai confiance qu'il y en a d'autres, plus jeunes que moi, dispersés dans les zones sauvages de ce pays et d'autres qui ont eu leurs propres rencontres et fait leurs propres choix. J'ai confiance que la Fondation, ou quel que soit son nom maintenant, poursuit son travail, recrutant de nouveaux chercheurs, établissant de nouveaux protocoles, protégeant de nouveaux groupes familiaux. J'ai confiance que le réseau de silence que Crawford a décrit continue de fonctionner, chaque membre inconnu des autres, unis seulement par un savoir partagé et un engagement partagé. Et j'ai confiance que lorsque je ne serai plus là, les Sasquatch endureront. Ils ont survécu aux périodes glaciaires, aux expansions humaines et à toutes les autres catastrophes que l'histoire leur a jetées. Ils survivront à celle-ci aussi. Ils s'adapteront, se cacheront et attendront.
Et un jour, peut-être, quand l'humanité aura enfin suffisamment mûri pour les rencontrer comme des voisins, plutôt que comme des menaces, ils sortiront de l'ombre, ou peut-être qu'ils ne le feront jamais. Peut-être que le secret est leur état naturel, et qu'ils resteront cachés jusqu'à ce que le soleil s'éteigne, et qu'il n'y ait plus personne de qui se cacher. Ce serait bien aussi. L'existence ne requiert pas la reconnaissance, la vérité ne requiert pas la preuve, la vie ne requiert pas de témoins. J'ai fait ma dernière randonnée au printemps dernier. Mes genoux ne sont plus ce qu'ils étaient et les montagnes sont plus raides que dans mon souvenir. Mais je voulais un dernier voyage dans les Smokies avant que mon corps ne lâche complètement. Je ne suis pas allé dans la même région que ma rencontre originale. Je ne suis pas sûr de pouvoir la retrouver maintenant de toute façon. Le paysage a trop changé et ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Mais je suis allé en profondeur, aussi profondément que mes jambes pouvaient me porter. J'ai campé seul pendant 3 nuits, dans un endroit où je n'ai vu aucun autre humain, entendu aucun moteur, trouvé aucun balisage, juste moi, la forêt et les fantômes de la mémoire. La 2e nuit, j'ai entendu quelque chose. Pas les appels, rien d'aussi définitif. Juste un son au loin qui aurait pu être un hibou ou autre chose. Je suis restée assise près de ma tente pendant des heures, écoutant, espérant. Rien de plus n'est venu. Peut-être qu'ils savaient que j'étais là et ont choisi de ne pas approcher. Peut-être que les groupes familiaux se sont depuis longtemps déplacés vers des zones que je ne connais pas. Peut-être qu'ils ont simplement appris qu'on ne peut plus faire confiance aux humains, même à ceux qui se sont autrefois montrés dignes de confiance. Ou peut-être que j'étais seule dans les bois, une vieille femme aux articulations grinçantes et à la vue déclinante, imaginant une signification dans les bruits aléatoires de la forêt. Peut-être que tout cela n'a toujours été que de l'imagination, une histoire que je me suis racontée parce que j'avais besoin de croire que le monde était plus étrange et plus merveilleux qu'il n'y paraissait. Mais je ne crois pas cela. J'ai tenu la branche, j'ai senti son poids et tracé ses marques. J'ai regardé dans des yeux qui ne devraient pas exister et j'ai vu quelque chose me regarder en retour. C'était réel, ce sera toujours réel. Je suis descendu de la montagne le 3e jour, lentement et prudemment, en veillant à ne pas tomber. Le ranger à l'entrée du sentier m'a demandé si j'avais vu quelque chose d'intéressant, et j'ai dit juste l'habituel. Des cerfs, des dindons, un ours noir de loin. Il a hoché la tête et m'a fait signe de passer. Le trajet de retour a duré 6 heures. Je me suis arrêté au Smoky Mountain Diner à Bryson City, bien qu'il soit sous une nouvelle direction maintenant et que les biscuits ne soient plus aussi bons qu'avant. Harold est mort il y a des années. J'ai appris d'une serveuse qui se souvenait de lui. Crise cardiaque en 2008. Mais il y a une photo de lui sur le mur, derrière le comptoir, souriant dans un tablier, et j'ai levé mon café vers elle en un hommage silencieux. Il savait quelque chose. J'en suis certaine maintenant. Ce sourire entendu qu'il m'a adressé à mon retour de voyage, ce commentaire sur la forêt qui nous montre ce que nous avons besoin de voir. Il avait été à Bryson City pendant 50 ans. Il avait servi du café aux chasseurs, aux randonneurs et aux gardes forestiers toute sa vie. Il devait avoir entendu les histoires, peut-être même avoir eu sa propre rencontre. J'aurais aimé lui demander. J'aurais aimé lui faire assez confiance pour partager ce que j'avais vu. Mais je ne l'ai pas fait, et maintenant il est trop tard. Un autre gardien de secret parti, un autre maillon de la chaîne brisée. J'écris ceci en novembre, alors que les feuilles tombent et que les nuits se font froides. Par ma fenêtre, je peux voir les montagnes lointaines, bleues et brumeuses, à l'horizon. Quelque part là-haut, dans les endroits profonds, ils se préparent pour l'hiver, rassemblant de la nourriture, trouvant un abri, racontant des histoires à leurs jeunes dans une langue qu'aucun humain n'a jamais comprise. J'espère qu'ils vont bien. J'espère qu'ils sont en sécurité. J'espère qu'ils se souviennent de moi,
la femme qui a observé puis s'en est allée, qui a reçu un cadeau et n'a jamais trahi la confiance. Ceci est mon histoire. Elle est incomplète et imparfaite, pleine de lacunes et d'incertitudes. Il y a tant de choses que je ne sais pas et que je ne saurai jamais. Mais c'est la vérité, du mieux que je puisse la raconter. Je l'ai portée seule pendant 32 ans. Maintenant, je la dépose. Pas pour la publication, pas pour la preuve, pas pour la gloire, juste pour la postérité, juste pour que quelque part, d'une manière ou d'une autre, il y ait un témoignage de ce que j'ai vu. Si vous lisez ceci, qui que vous soyez, je ne vous demande qu'une chose. Si vous avez un jour votre propre rencontre, si vous voyez un jour quelque chose d'impossible dans la nature sauvage profonde, réfléchissez bien à ce que vous faites de cette connaissance. Pensez aux créatures elles-mêmes, à leur droit d'exister sans être dérangées. Pensez aux personnes qui ont consacré leur vie à les protéger. Pensez aux conséquences de l'exposition, au cirque, aux caméras et aux chasseurs qui déferleraient. Et puis, faites votre choix. Je ne peux pas vous dire ce qui est juste. Je peux seulement vous dire ce que j'ai choisi, pourquoi et comment j'ai vécu avec ce choix depuis. La branche est sur mon étagère, les marques sont toujours là. 3, puis 2, puis de nouveau 3. Et quelque part dans les montagnes, les appels résonnent à travers les vallées. C'est tout ce que j'ai à dire.